Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 11 janvier. Nous reviendrons bien sûr ce soir sur l'émotion et les questions que suscite la libération de Clara Rojas et Consuelo González par les FARC. Est-ce le début d'une nouvelle politique d'ouverture de la guérilla colombienne? Il reste toujours près de 800 otages dans la jungle, parmi eux Ingrid Betancourt. Où en sont les discussions sur le nouveau contrat de travail? Les partenaires sociaux étaient aujourd'hui obligés de clore leurs négociations. Une actualité sociale marquée également par l'arrêt de la fabrication des skis Salomon en France, décision qui va entraîner la suppression de près de 300 emplois en Haute-Savoie. Nous sommes déjà à 2 mois des élections municipales, élections locales en forme de test national à gauche comme à droite, d'autant que le président de la République entend s'engager dans la bataille. Tour d'horizon ce soir, des points chauds de ce rendez-vous politique. Elle a été à de multiples reprises championne olympique et championne du monde, mais elle était dopée et la voilà aujourd'hui condamnée par la justice américaine à de la prison. Nous reviendrons ce soir sur le destin de l'ex-sprinteuse Marion Jones. Enfin, des images spectaculaires à la fin de ce journal avec le rendez-vous ce week-end à Tignes des plus grands freeriders du monde. Vous découvrez qui sont ces acrobates du ski. Elles ont donc retrouvé la liberté, et cela après des années de captivité. Clara Rojas et Consuelo González ont quitté la jungle hier soir, quelques minutes après 20 h. Elles sont apparues accompagnées par des membres des FARC devant les membres du comité international de la Croix-Rouge qui les attendaient. Depuis, elles ont rejoint tout d'abord Caracas au Venezuela, accueillies par un président Chavez qui, avec le succès de cette médiation, a retrouvé un vrai crédit dans ce dossier. Retour sur l'émotion de ces dernières heures avec nos envoyés spéciaux Dorothée Lyrique et Mathias Second. Les 2 femmes sont encadrées par des guérilleros, elles sont libres. Belles, un peu intimidées, mais apparemment en bonne santé. Le ministre vénézuélien n'a pas attendu longtemps avant d'appeler le président Chavez et de le passer au désormais ex-otage. Allô, monsieur le président, c'est Clara Rojas. Oui, monsieur. Monsieur le président, merci pour votre aide. Mille merci. Oui, on est revenu à la vie depuis qu'on a vu les hélicoptères. Ne baissez pas la garde, continuez, monsieur le président. Ce sont les autres otages qui m'ont demandé de vous transmettre le message. Un adieu aux guérilleros des forces armées révolutionnaires de Colombie, comme on salue une vieille connaissance. Puis c'est le vol vers une vie rêvée depuis des années. Elles ont du mal à réaliser. Je veux remercier le peuple vénézuélien sans lequel je ne serais pas libre aujourd'hui. Soyez bénis pour toujours. C'est le bout du voyage et enfin les retrouvailles. Clara Rojas et sa mère enlacées. Le sourire de Clara éblouit, surprend, émeut. Elle est bien vivante, à peine changée. Consuelo González embrasse les siens et elle découvre pour la première fois sa petite fille, cette autre vie qui est passée sans elle pendant 7 ans. Bienvenue à la vie, avec ces mots, le président Chavez a accueilli les ex-otages, puis il a savouré sa propre victoire en même temps que la liberté de Clara et de Consuelo. Bien sûr, il y avait des absents comme Ingrid Betancourt à cette cérémonie. Chavez a promis de remuer ciel et terre pour les sortir de la jungle. Alors justement, que faut-il retenir de tout cela pour l'avenir? D'abord, ces images. Les 2 ex-otages ont semblé plutôt en bonne forme physique. Et bien sûr, on est obligé de très vite de penser aux images d'Ingrid Betancourt qui, elle, était apparue extrêmement fatiguée. Alors, ces 2 libérations sont-elles un nouvel espoir pour les autres otages? Élément de réponse avec Jérôme Bermin et Daniel Lévy. Quelles conditions de détention? Pas de soins médicaux, pas de liberté et des hommes enchaînés nuit et jour. Ce que j'ai pu entendre, c'est que dans le campement où se trouvaient Clara et Consuelo, les femmes ne portaient pas de chaînes. Or, d'après ce que nous avons appris, Ingrid, eh bien, elle porte des chaînes. À propos de la naissance de son fils, Clara Rojas confirme avoir accouché par césarienne. L'enfant a bien souffert d'une fracture du bras. Une révélation, c'est Ingrid Betancourt qui lui a confectionné ses premiers vêtements. Elle lui chantait même des berceuses en français. Le rôle de Chavez. Après l'échec initial de l'opération Emmanuel, c'est un succès pour le président vénézuélien. Même ses adversaires l'admettent. Le Colombien Uribe parle d'efficacité. Washington reconnaît son action à demi-mot. Quant à la famille d'Ingrid Betancourt, elle est plus que jamais convaincue.
le président Chavez est quelque part un passage obligé parce que même si le ton de temps en temps entre lui et le président Uribe a été un ton difficile, mais je vois qu'il s'apaise maintenant et je souhaite qu'il continue à s'apaiser, eh bien il est cet intermédiaire extraordinaire qui peut véritablement apporter des solutions. Les autres otages. Interrogée par une radio colombienne, Clara Rojas a donné les dernières informations qu'elle détient sur Ingrid Betancourt. Et que sais-tu sur Ingrid? Je ne sais plus rien sur Ingrid depuis 3 ans. Nous avons été séparés. Je suis très préoccupée. Son sort est totalement lié à celui des autres otages dits échangeables, autrement dit les 43 prisonniers politiques. C'est une course contre la mort qu'on mène, pour maman et pour tous les otages. Quant aux 750 autres otages de la guérilla, les FARC ne veulent même pas en entendre parler, tant qu'il n'y a pas eu de versement de rançon. Et on retrouve à Bogota Dorothée Olyric. Bonsoir Dorothée. Alors tout d'abord, les 2 ex-otages vont-elles rejoindre rapidement la Colombie? Tout le monde les attend en tout cas, et de sources proches de la famille, on nous dit qu'elles devraient arriver demain. Alors tout simplement parce que, comme vous le disiez, elles sont en bonne forme physique, elles ne nécessitent pas une hospitalisation importante à Caracas. En revanche, une fois passée l'euphorie de la libération, elles auront très certainement rapidement besoin d'une aide psychologique et d'un suivi très précis, parce qu'on ne sort pas de 6 ou 7 ans de détention sans séquelles évidemment. Et puis j'imagine que Clara Rojas sera pressée de retrouver son fils, Emmanuel. Bien sûr, elle a dit, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le serrer dans mes bras. Et ce matin, j'ai parlé avec la directrice de l'orphelinat à Bogota, où se trouve ce petit Emmanuel. Alors, elle lui a annoncé, la directrice, ce matin, que son vrai prénom était Emmanuel et non pas Juan David. Elle lui a également montré des photos de Clara et des photos de sa grand-mère. Et elle fait un accompagnement psychologique tout doucement pour préparer et la mère qu'elle a eue au téléphone et l'enfant pour que ces retrouvailles quand même assez étonnantes se passent le mieux possible. Et à terme, il faudra attendre 4 mois pour que le changement d'identité et la garde complète soient donnés à la maman d'Emmanuel. Merci Dorothée Olyric en direct de Bogota. Dans l'actualité de ce vendredi en France, tout d'abord le choc pour les salariés de l'entreprise Salomon qui vont devoir arrêter la production de ski. L'annonce a été faite par le groupe finlandais, propriétaire de la marque. Ils sont plus de 1000 employés à travailler pour l'entreprise en France et notamment sur 2 sites en Haute-Savoie. Direction ce soir Rumilly, le site le plus menacé par cette décision. Reportage Denis Sébastien et Philippe Vivet. Dégoût, incompréhension, colère. La nouvelle brutale est tombée hier soir. L'usine va fermer, 284 emplois supprimés. Certains travaillent ici depuis plus de 20 ans. Les salariés qui prenaient leur poste aujourd'hui ne cachaient pas leur amertume. Moi, c'est de la colère parce que Salomon, c'est une sacrée boîte. C'était une boîte super. Et maintenant, on est quoi? On est de la merde. C'est tout, quoi. Et ils nous foutent en bas en rien de temps. Et puis, on n'a rien le droit de dire. Et puis, c'est tout. On est avec des numéros et c'est tout. Hein. Les actionnaires, ça marche, ça va. Ça marche pas, bah, on est dehors et puis terminé. Hein. On nous dit que produire en France, ce n'est plus d'actualité. Que maintenant, c'est la Chine, c'est les pays de l'Est. Et puis voilà, qu'il n'y a plus aucun avenir en France. Dès l'année prochaine, les skis Salomon seront désormais fabriqués en Bulgarie et en Autriche. Créée en 1947 à Annecy, l'entreprise avait été rachetée en 2005 par le groupe finlandais Amersport. Mais aujourd'hui, le marché de l'équipement des sports d'hiver se porte mal, 30% de baisse selon la direction. Il est vraiment indispensable de réadapter l'entreprise à cette taille de marché qui est un nouveau challenge pour nous, pour que demain on puisse à nouveau se développer et garantir notre futur et redonner espoir à nos salariés. Salomon est le 2e employeur de Rumilly, 15 000 habitants. Une taxe professionnelle d'1 million d'euros par an qui va disparaître et l'impression pour la commune d'avoir été flouée. Pour l'installation de l'usine, Rumilly avait déboursé à l'époque 15 millions de francs. J'ai été berné parce que personne ne m'a jamais laissé supposer que le site de Rumilly allait fermer. On me parlait plutôt il y a 2 ans encore en arrière d'un confortement du site de Rumilly. Il y a 10 ans, on fabriquait ici 600 000 paires de skis par an. On est tombé à 80 000. La fermeture devrait être effective à la fin de l'année. L'actualité sociale qui est également marquée aujourd'hui par l'ultime réunion de négociation sur la modernisation du marché du travail entre syndicats et patronat. Pourquoi ultime? Parce que le gouvernement avait fixé la durée des discussions à 4 mois et ce soir correspond au terme de ces rencontres. Alors, s'il reste des points de désaccord, a-t-on trouvé tout de même des points de convergence entre les partis? On retrouve devant le siège du MEDEF à Paris Sophie Brune. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors, où en est-on ce soir?
Écoutez, les négociations continuent toujours. Ce qui est au cœur de ces discussions, c'est de dégager plus de flexibilité pour les entreprises et en contrepartie, plus de sécurité pour les salariés. Alors côté flexibilité, il y a plusieurs points ce soir sur la table et le plus important, c'est un nouveau mode de rupture du contrat de travail. En clair, une entreprise pourrait se séparer d'un salarié, mais ce ne serait ni un licenciement, ni une démission. C'est la fameuse rupture à l'amiable que souhaite Laurence Parisot et c'est le point qui inquiète le plus les syndicats. Ils estiment que c'est tout simplement une façon de faciliter les licenciements. Autre point en matière de flexibilité, la création d'un nouveau contrat de travail. Ce serait le CDD à objet défini. C'est en fait un contrat de mission qui serait réservé aux cadres et aux ingénieurs. Et puis dernier point, les périodes d'essai pourraient être un petit peu allongées. Côté sécurité, maintenant, qu'est-ce que les salariés ont à gagner de cette négociation? Eh bien, c'est pour l'instant un peu plus mince. Les indemnités de licenciement devraient un petit peu augmenter. Et puis les chômeurs pourraient conserver certains des droits qu'ils ont acquis lorsqu'ils étaient salariés, notamment des droits en matière de formation et puis des droits par rapport à la mutuelle santé. La CGT a déjà fait savoir qu'en l'état, elle ne signerait pas le texte. Elle estime qu'il est mauvais pour les salariés, qu'il renforce la précarité du travail. Les autres centrales ne se sont pas encore prononcées. Il faut dire que ce soir, c'est la dernière chance pour les partenaires sociaux d'aboutir à un accord, faute de quoi le gouvernement va s'emparer du sujet et légiférer. Merci Sophie. Négociation donc à suivre encore. Nicolas Sarkozy poursuit son marathon des vœux. Ils étaient décentralisés aujourd'hui à Lille et destinés aux corps constitués et aux fonctionnaires. Le président de la République a été accueilli par le maire de la ville, Martine Aubry, qui est à l'origine de la loi sur la réduction du temps de travail. Elle avait d'ailleurs dénoncé hier, je cite, la volonté de la droite de faire des 35 heures un bouc émissaire. Des critiques hier qui n'ont pas empêché un cadeau. Aujourd'hui, le président est reparti de Lille avec un nouveau vélo. Alexandre Carra, Patrick Wurstorm. Tous les ministres dans le même train. Christine, viens t'asseoir avec nous. Terminus, Lille-Préfecture. Destination, les vœux décentralisés du chef de l'État à la fonction publique. Ah non, vous venez juste parce que je demande du café, vous exagérez. Nicolas Sarkozy, lui, a préféré l'avion. Mais à l'arrivée, c'est un vélo qui l'attend, offert par l'initiatrice des 35 heures. Et vous pouvez rouler 35 heures avec plus? Pourquoi 35 heures? Pendant les périodes de RTT, vous utilisez le vélo. On pourra choisir. Soit on le monétisera, soit on fera du vélo. On travaille en vélo, voilà. Pas de cadeau en revanche sur le terrain politique. La maire de Lille ironise sur ce qu'elle appelle l'aller-retour du président. Je crois que le président a changé lui-même d'avis puisqu'il a compris maintenant que la durée légale et les 35 heures c'était la même chose et qu'il a annoncé qu'il ne supprimerait finalement pas la durée légale du travail. À la tribune des 35 heures, il en est question. Nicolas Sarkozy appelle à un règlement rapide du conflit sur le paiement des heures supplémentaires et des RTT à l'hôpital. Je ne serai pas à la tête d'un État qui est capable de demander aux fonctionnaires de faire des heures supplémentaires et qui est incapable de payer ces heures supplémentaires. Au premier rang, la présence de Jack Lang ne passe pas inaperçue. Sera-t-il le prochain ministre d'ouverture? Cessons cette plaisanterie. Pour moi, la question ne s'est jamais posée. Le marathon des vœux se poursuit la semaine prochaine, mais avant, sur l'agenda de Nicolas Sarkozy, il y aura un conseil national de l'UMP et un voyage officiel en Arabie Saoudite. On le sait, le Front National est sorti très affaibli de l'année 2007. Alors quel sera le visage du parti de Jean-Marie Le Pen pour l'année 2008? L'heure était au bilan et aux vœux aujourd'hui pour le patron du FN. À retenir moins d'argent dans les caisses et la vente du paquebot, le siège du parti, et quelques mots choisis à l'intention du président de la République. Reportage Thierry Curté, Pascal Caron. Pour conjurer la mauvaise fortune de 2007, Jean-Marie Le Pen lève son verre. 15 ans qu'il présente ses vœux à la presse, ici, au siège historique du Front National. Et c'est pour lui l'occasion de décocher ses flèches contre Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que vous qualifiez les 8 premiers mois de Nicolas Sarkozy, la présidence de la République? Gling gling flonflon. Mais le Front National va devoir vendre son siège. La faute au dernier scrutin législatif. Le parti n'atteignait pas les 5%. Il n'était donc pas remboursé de ses frais de campagne. Une dette de 8 millions d'euros qu'il ne peut honorer sans vendre le paquebot, surnom donné à son quartier général. Ce qui ne signifie pas du tout, contrairement à ce que d'aucuns pourraient espérer, la fin de l'activité du Front National. Car il est bien évident que dans le même temps où nous cherchons des acheteurs pour notre local de Saint-Cloud que vous connaissez, nous en recherchons d'autres ou un autre qui soit mieux adapté à la fois à nos besoins, à notre activité
et aussi à nos moyens. Une fois sa dette payée, le FN disposera encore de 7 à 8 millions d'euros pour acquérir ce nouveau siège. C'est sa priorité affichée. Les ambitions, les moyens mobilisés pour les cantonales et les municipales seront donc plus modestes. Et le compte à rebours pour les municipales est lancé. Dans 2 mois, vous serez à nouveau appelé à voter. Ce sont en général les élections les plus populaires, le maire étant l'élu préféré des Français. Et ce cru 2008 aura un parfum politique encore plus particulier, peut-être car il aura aussi la couleur d'un test politique national. Voyons ce soir un premier tour d'horizon des points chauds prévus pour les 9 et 16 mars prochains. Alix Bouillaguet. Quel visage à la tête de chaque commune de France? Dans 2 mois, les cartes vont être rebattues. Il y a d'abord les duels droite-gauche, du classique, comme à Paris où le maire sortant socialiste Bertrand Delanoë affronte l'UMP Françoise de Panafieux. Elle mise sur des têtes d'affiche comme Rachida Dati ou Jean-Marie Cavada. À Lyon, le maire sortant est aussi socialiste. Face à Gérard Collomb, l'UMP Dominique Perben, les 2 hommes courtisent les centristes. Toulouse, c'est la grande ville que voudrait conquérir le PS. Quant à Marseille, place aux listes d'ouverture pour le maire sortant UMP Jean-Claude Gaudin, comme pour son adversaire socialiste Jean-Noël Guérini. Et puis, il y a le match des personnalités. À Bordeaux, Alain Juppé aimerait bien faire oublier sa cuisante défaite aux législatives. Face à lui, le socialiste Alain Rousset. À Pau, c'est le combat symbolique pour le MoDem de François Bayrou. Il est candidat face à un PS divisé. Enfin, à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen sera l'adversaire principal de la socialiste Marie-Noëlle Lienemann. Et puis il y a les duels fratricides. À Nice, c'est la droite qui est divisée. Le maire sortant UMP Jacques Perrat a refusé de se retirer. Il affrontera donc le secrétaire d'État à l'outre-mer Christian Estrosi. À Montreuil, le duel se jouera à gauche. Le maire sortant apparenté communiste Jean-Pierre Brard est opposé à la verte Dominique Voynet. Enfin, il y a l'ouverture, le test, ça se passe à Mulhouse. Le maire sortant Jean-Marie Bockel, ministre socialiste d'ouverture, se trouve face à Pierre Fréburger, un autre socialiste. Autre rendez-vous dans l'agenda de Nicolas Sarkozy aujourd'hui après Lille. Un déplacement éclair était prévu dans les Côtes d'Armor à Pléneuf-Valandrey, et cela afin de rendre hommage aux victimes du naufrage de la Petite Julie, dans lequel lundi 6 marins ont disparu. Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Dans la chapelle qui domine le petit port de Daouet, reposent les corps des 2 marins de la Petite Julie. 2 cercueils seulement. 4 autres pêcheurs n'ont pas été retrouvés. Devant la chapelle, une centaine d'habitants patientent, attendant de pouvoir se recueillir devant les dépouilles. Ça touche beaucoup, oui. Il n'y avait pas eu un tel drame dans le pays? Non. C'est terrible. Est-ce qu'on saura un jour comment c'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Enfin, c'est tellement un métier qui est dur. Ouais. Après avoir rencontré les familles et les sauveteurs, Nicolas Sarkozy s'est rendu à la chapelle. Quelques minutes de recueillement avec les proches, puis le président est reparti sans faire de déclaration. Mais sa présence a réconforté les familles. Je trouve que sans faire de politique, c'est pas mal, c'est un geste. C'est pas ça qui ramène les corps, mais bon. Émotion encore quand les équipages des bateaux de l'armement sont venus rendre un dernier hommage à leurs collègues. Tous sont portugais et 2 de leurs compatriotes sont toujours portés disparus. J'ai 30 et quelques années de la mer, il y a toujours des secrets de la mer. Contre la mer, il n'y a pas de résistance. C'est ça qu'on trouve. Demain auront lieu les funérailles de 2 marins. L'un d'eux n'avait pas encore 20 ans. Les questions maintenant autour de la télévision publique qui devrait vivre, vous le savez, sans pub dès 2009. La ministre de la Culture, qui était l'invitée hier soir du journal, s'est voulue rassurante sur un élément essentiel qui est au cœur du débat, sans toutefois préciser exactement comment combler le manque à gagner des 800 millions que représente cette ressource aujourd'hui. Voici ce soir sur ce dossier l'avis du monde de la publicité. Reportage Daniel Wolfrom et Pascal Stelletta. Je peux te donner ton budget, oui. Grise mine cet après-midi à la régie publicitaire de France Télévisions. Ici, chaque jour, 300 salariés, des commerciaux, des gens du marketing, des courtiers achètent et vendent des écrans publicitaires. La publicité, tout un métier. Samedi 19 janvier, 13h30. Elles répondent au téléphone à l'ensemble de ces annonceurs en temps réel
pour optimiser au mieux l'achat d'espace pour le groupe France Télévisions. Qu'y a-t-il de meilleur? Mais ce service, dans son entier, est menacé. La publicité sur France Télévisions doit être supprimée, redistribuée vers les chaînes privées, puis récupérée sous forme de taxes. Pour l'Union des annonceurs, l'organisme qui représente les entreprises, celles qui communiquent précisément, ce gigantesque troc est improbable. Il y a 25% en gros de l'offre publicitaire télévisée qui disparaît. Bon, puisque c'est à peu près le poids de la télévision publique en France en termes de poids publicitaire. Il est physiquement impossible de les retrouver sur les autres chaînes. Pourquoi? Parce que leur capacité d'absorption due à la réglementation, à la durée des écrans, ne permet pas d'absorber. Alors toute décision non pertinente sur la régulation de la publicité peut avoir un impact négatif sur la croissance économique. Christian Blachas est un observateur averti de la publicité des médias. Pour lui, le scénario est clair. C'est pas en taxant les autres télés qu'on y arrivera. Donc il va falloir forcément trouver d'autres solutions. Et évidemment, ces autres solutions, ça consiste soit à supprimer des chaînes, soit à privatiser d'autres chaînes. Ce séisme dans le paysage audiovisuel est contredit par le gouvernement et les responsables du service public qui affirment toujours que France Télévisions demeurera intact et son financement garanti. Ils sont les confidents de nos petits bobos, mais également de souffrances plus lourdes. Les médecins généralistes se réunissent ce week-end en congrès à Strasbourg afin d'évoquer leur avenir. Nous avons choisi ce soir de suivre l'un d'entre eux qui exerce à Paris. Voici donc à quoi ressemble la journée d'un médecin généraliste en ville. Gilles Marinet et Claire-Marie Denis. En route pour la tournée matinale, les visites à domicile. Parmi la clientèle de ce médecin généraliste du 20e arrondissement de Paris, on compte une centaine de patients à mobilité réduite. Il faut absolument que ce soit le praticien qui se rende chez eux. Et en général, c'est le médecin généraliste qui le connaît le mieux et qui peut organiser et coordonner les soins. Bonjour. Robert Anchou est officiellement le médecin traitant de cet ancien commerçant, aujourd'hui octogénaire. Mais vous avez 14,7. Outre ses prescriptions, il lui revient d'organiser le recours aux spécialistes ou à l'hôpital. Un rôle de coordinateur qui perpétue la tradition du médecin de famille. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à lui qu'on téléphone, même si après il nous dit faites ceci ou faites cela. Mais c'est toujours le temps qu'on téléphone, bien sûr. Fin de matinée, retour au cabinet, ouvert 5 jours et demi par semaine. Les consultations débuteront à 13h30. Pour le moment, comptabilité et gestion de dossiers. Les journées s'étirent sur 12 heures, 20 clients en moyenne, une charge de travail propre à décourager d'éventuels successeurs. C'est probablement la spécialité où les horaires sont les plus larges. Donc, travailler plus de temps, avec moins de prestige, en gagnant moins, ça n'intéresse pas beaucoup. Les jeunes s'orientent vers des carrières de spécialistes. L'an dernier, un tiers des places disponibles en internat pour les étudiants généralistes sont restées vacantes. 30 ans après ses débuts, le médecin comprend une part de leurs craintes. Je crois que si je devais m'installer aujourd'hui, je privilégierais un cabinet de groupe avec des moments de liberté et des moments de vrai repos. Des cabinets de groupe qui ont la faveur des nouvelles générations. Le médecin généraliste sera de moins en moins solitaire. À l'étranger maintenant, on a appris en fin d'après-midi l'arrestation de 2 suspects recherchés dans le cadre du meurtre des 4 touristes français en Mauritanie à la veille de Noël. Assassinats et climat de tension qui sont également à l'origine de l'annulation du rallye Paris-Dakar. Ces 2 suspects ont été interpellés en Guinée-Bissau. Le point sur l'affaire avec Pierre Monégier. C'est au bord de cette route qu'a eu lieu la fusillade il y a 15 jours. Très vite, les tueurs avaient abandonné leur voiture et disparu dans le désert. Aujourd'hui, la police mauritanienne dit les avoir retrouvés 700 km plus au sud. Ils auraient traversé le Sénégal avant d'être arrêtés tôt ce matin dans un hôtel de Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. La Mauritanie affirme qu'il s'agit de combattants salafistes formés dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ils avaient été un temps inquiétés par la justice, puis remis en liberté, faute de preuves. La veille de Noël, ils n'ont laissé aucune chance aux touristes français. Un seul a survécu, il est toujours hospitalisé. Ses 2 fils, son frère et son meilleur ami ont été enterrés en début de semaine. On ignore encore où les 2 accusés seront jugés. La France comme la Mauritanie demandent ce soir leur extradition.
George Bush poursuit sa visite au Moyen-Orient. Il est arrivé cet après-midi au Koweït. Il avait clos son séjour en Israël par une visite ce matin au mémorial de la Shoah à Yad Vashem. Visiblement ému, le président américain a déposé une gerbe à la mémoire des 6 millions de victimes exterminées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Voici maintenant l'épilogue de la chute d'une sportive qui avait pourtant connu la gloire. L'ex-championne d'athlétisme américaine Marion Jones a été aujourd'hui condamnée par le tribunal fédéral de New York à 6 mois de prison. Et cela pour avoir menti après s'être dopée lors des JO de Sydney, âgée de 32 ans. La jeune femme avait pourtant choisi de plaider coupable. Retour sur ce destin avec Florent Gautreau. En arrivant au tribunal ce matin, Marion Jones avait un sourire un peu crispé et le verdict n'aura rien arrangé. L'ex-championne olympique a été condamnée à 6 mois de prison. Selon la loi américaine, la peine étant inférieure à 1 an, Marion Jones ne bénéficiera pas de liberté conditionnelle et devra bien rester pendant une demi-année derrière les barreaux. Tout cela pour avoir menti sous serment à 2 reprises à des policiers fédéraux, prétendant notamment ne pas connaître la THG. Or, elle a avoué depuis avoir utilisé cette hormone de synthèse pour se doper. Je voulais que vous sachiez tous qu'aujourd'hui, j'ai plaidé coupable pour avoir fait de faux témoignages devant des agents fédéraux. Une véritable descente aux enfers pour l'ex-petite fiancée de l'Amérique. Déjà déchue de tous ses titres olympiques et de la plupart de ses titres mondiaux depuis qu'elle a avoué s'être dopée entre 2000 et 2001, Marion Jones va maintenant devoir se séparer de son fils unique pendant la durée de sa peine. On l'a dit ruinée, déprimée, elle est maintenant condamnée. Après avoir beaucoup gagné, Marion Jones est en train de tout perdre. Marion Jones qui a 2 mois à partir d'aujourd'hui pour se constituer prisonnière, soit jusqu'au 11 mars. Le football maintenant et un nouveau club pour l'attaquant français Nicolas Anelka. Il quitte Bolton pour Chelsea, l'un des clubs les plus riches de la planète qui se voit privé de son avançant Didier Drogba en raison de la Coupe d'Afrique des Nations. Le montant de la transaction, près de 19 millions d'euros. Christophe Duchiron. On dira ce qu'on voudra, mais Nicolas Anelka est un attaquant du genre opportuniste. En 12 ans de carrière, il a amélioré son niveau de jeu, son niveau de vie et aussi son niveau en géographie, puisqu'il a signé aujourd'hui un contrat à Chelsea en Angleterre. Son 8e club européen, après entre autres le PSG, Arsenal, le Real Madrid, Liverpool, Fenerbahçe en Turquie et puis Bolton dernièrement. Avant le grand monde, les gros contrats, les grosses lunettes et les grosses voitures, il y eut la banlieue à Trappes, en région parisienne, et les promesses de lendemain doré. Son premier club, le PSG, où il marque ici son premier but en championnat contre Lens en 1996, à l'âge de 17 ans. Et puis il y aura Arsenal. En 2 ans, 20 buts, une réputation de terreur des terrains et la confirmation d'un immense talent précoce. Il a l'air parfois introverti ou pas ouvert, mais je crois qu'il a énormément progressé dans ce domaine-là et qu'il est aujourd'hui bien dans sa peau. Question caractère, Nicolas Anelka a eu parfois la tête aussi dure que sa technique est fine. Son transfert record pour plus de 30 millions d'euros au Real Madrid fait couler beaucoup d'encre, surtout qu'il ne va pas tarder à faire sa mauvaise tête et qu'il finira par refuser de jouer. Plein de trucs sur mon ami d'enfance. Nicolas Anelka a craqué, je sais pas ce qui va se passer, tout ça, nanana. Là, les Real ne m'a jamais vraiment fait confiance. Tout et n'importe quoi sur mon pote. Anelka retrouve un maillot bleu, celui des Blues de Chelsea, bleu aussi comme le maillot de l'équipe de France, qu'il a retrouvé fin 2005 après une période de brouille. Bleu comme le ciel d'une carrière qui s'éclaircit et qui devrait l'emmener au championnat d'Europe en juin prochain. Alors, Nicolas Anelka portera-t-il le maillot de l'équipe de France pour l'Euro? La réponse viendra de Raymond Domenech dans quelques temps. Une chose est sûre, ce maillot de l'équipe de France est l'objet de toutes les convoitises, et pas uniquement pour les joueurs. Il est en ce moment au cœur d'une guerre commerciale entre équipementiers, une guerre secrète que vous décryptent Julien Passette et Thierry Breton. Tous les joueurs rêvent un jour de le porter. Tous les équipementiers rêvent d'y mettre leur marque. Le maillot bleu est l'objet de toutes les convoitises. La fédération a lancé un appel d'offres pour renouveler le contrat à partir de 2011. Et les candidats sont nombreux. Adidas, l'actuel sponsor, verse 10 millions d'euros par an. Une goutte d'eau par rapport aux autres nations majeures du football. La fédération italienne empoche 16 millions d'euros, l'Allemagne 20 millions et l'Angleterre 30. La fédération française compte bien rattraper ses voisins. L'équipe de France est une image. Et le maillot et tout ce qu'il y a autour du maillot fait partie de cette image. Donc voyons quel est celui qui nous proposera la meilleure animation et la meilleure promotion pour les Bleus.
Adidas est le sponsor privilégié depuis 1972. De Platini à Zidane, les plus grands joueurs ont porté les couleurs de la marque. Champion du monde, champion d'Europe et finaliste du dernier mondial, l'équipe de France est un produit phare. Chaque année, Adidas vend 400 000 maillots, soit un bénéfice de 15 millions d'euros. Un marché juteux qui fait des envieux. Déjà sponsor du Brésil et de l'équipe de France de rugby, Nike ne veut pas en rester là. Nike veut le leadership mondial au niveau du football. Ils n'ont pas de position forte en Europe. Ils ont besoin d'une équipe majeure. La France est un marché majeur, c'est une équipe majeure. Ils vont certainement faire une offre très élevée. Les enchères pourraient monter jusqu'à 25 millions d'euros pour chaque saison sur une période de 8 ans. Dans cette bataille de géants, un Français tente sa chance. Malamine Koné est à la tête d'une marque qui monte dans le monde du football. Il sponsorise 4 équipes de Ligue 1 et quelques équipes africaines. Être l'équipementier de l'équipe de France est un rêve pour tous les équipementiers du monde. Ernest, encore un peu plus parce que c'est une marque française et on part de l'équipe de France. Donc forcément pour moi ça sera l'aboutissement. Dans la dernière campagne, il est dit que le maillot bleu n'appartient pas aux joueurs. Pour savoir à qui il appartient, réponse le 22 février. Sport toujours en images. Au lendemain de la retraite annoncée du capitaine de l'équipe de France de rugby, Raphaël Ibanez, son successeur devrait être, selon nos confrères de l'équipe, le deuxième ligne de casque Lionel Nallet. Lionel Nallet qui compte déjà 32 sélections sous le maillot bleu. Et puis les premiers soucis pour Francis Joyon qui poursuit sa quête de battre le record du Tour du Monde à la voile en solitaire. Parti de Brest le 23 novembre dernier, il est toujours en avance sur le précédent record que détient Hélène MacArthur. Mais il a connu aujourd'hui une avarie qui lui a fait craindre un dématage. Celui-ci est également blessé à la cheville, mais il poursuit toujours sa route. Enfin, une belle victoire en ski alpin. Aujourd'hui, le Français Jean-Baptiste Grange a remporté l'épreuve de super combiné de la Coupe du Monde disputée à Wengen, en Suisse. Il s'agit d'une descente suivie d'un slalom. Les fans de freeride qui viennent du monde entier ont rendez-vous ce week-end à Tignes, une discipline spectaculaire où les skieurs acrobates choisissent le ski hors piste. Alors à quoi ressemble ce sport de l'extrême? Reportage Julien Benedetto et Patrice Brugère. Les skis flirtent avec le précipice. Les barres rocheuses menacent. Face du Chardonnay, Tignes, 2500 mètres d'altitude. L'acrobate de la poudreuse, c'est Laurent Favre. Il avale une pente abrupte, hors piste, en envoyant des sauts. C'est ça, le backcountry. C'était que du bonheur, quoi. J'ai fait une minute de run et puis j'étais plus content du monde, quoi. Dans les cimes de Tignes, les freeriders ont une obsession, s'éloigner des sentiers battus, au prix de montées épuisantes qui tournent parfois à l'escalade. Des heures de marche pour 1 minute de plaisir. Pas de chronomètre, pas d'adversaire dans le backcountry. La nature comme seul juge, avec ses pièges et ses dangers. Il faut calculer les risques, donc tu vois par exemple on est au pied d'une pente qui pourrait peut-être partir. Donc en fait c'est toujours regarder autour de soi, prendre plein d'infos et rester humble, savoir faire demi-tour quand c'est pas bon, enfin voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit. L'avalanche, le cauchemar du freerider. Elle peut se déclencher à chaque descente. En France, le hors-piste n'est pas interdit. Mais même si la loi change, les adeptes du backcountry ne lâcheront pas leur terrain de jeu. Si un jour on m'interdisait la montagne, je viendrais un hors-la-loi, je le répète. C'est moi, j'ai fait du ski toute ma vie, ça c'est ma vie, quoi. Je suis chez moi ici, on ne pourra jamais m'interdire ça, quoi. Moi j'irai toujours skier là, quoi. Ça c'est clair, quoi. Donc il va falloir qu'ils m'attendent en bas avec les menottes parce que je skierai toujours. À Tignes cette semaine, les champions du hors-piste se sont donné rendez-vous dans la poudreuse. Tous rêvent de laisser dans leur sillage la trace de leur style unique. Lui a fait rêver des millions d'alpinistes. Sir Edmund Hillary s'est éteint ce matin à l'âge de 88 ans, néo-zélandais. Il était le premier homme à avoir conquis l'Everest. C'était en mai 1953. Il avait atteint le toit du monde et était devenu une légende. Philippe Rochaud. Le vainqueur de l'Everest en carrosse dans les rues de Katmandou. Ce fut l'une des dernières apparitions de Sir Edmund Hillary pour le 50e anniversaire de cette victoire. Il avait déjà du mal à marcher. Il est mort à 88 ans, après une vie où il aura reçu tous les honneurs. Son compagnon de cordée était mort il y a 20 ans. Nous avons perdu les 2 hommes qui ont conquis l'Everest. La mort d'Hillary est une perte pour le Népal et pour le monde entier, car c'est lui aussi qui a fait connaître notre pays. Le 29 mai 1953, Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay parvenaient au sommet de l'Everest, 8848 mètres.
Une véritable expédition militaire avec 350 porteurs et 10 tonnes de matériel. Pas de téléphone satellite à l'époque, leur victoire sera connue 3 jours plus tard. Il y avait un deal entre Tenzing et moi. Nous savions que l'un était là pour protéger l'autre. L'impact sera énorme car l'être humain ne pensait pas pouvoir monter à pareille altitude. Nous avons prouvé que c'était possible, alors que tous les physiologistes disaient le contraire. Ils pensaient que même avec de l'oxygène, atteindre le sommet signifierait notre mort certaine. Edmund Hillary avait pourtant le triomphe modeste. Il estimait que sa plus belle réussite dans la vie était d'avoir créé la fondation qui porte son nom. Il a pu ainsi aider les Sherpas du Népal en construisant pour eux une vingtaine d'écoles et de dispensaires. Il n'oubliait pas que c'est grâce à eux qu'il a pu monter sur le toit du monde. Avant de terminer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations, l'émotion et les questions suscitées par la libération de Clara Rojas et Consuelo González par les FARC. Les proches des 800 otages qui demeurent retenus par la guérilla s'interrogent, est-ce le début ou non d'une nouvelle politique d'ouverture? Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dès demain, 13h, et pour le magazine, 13h15 le samedi. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet, suivi du Point Route, Valérie Maurice, 20h50. Votre soirée de polar, ensuite, c'est la rentrée d'Esprit Libre avec Guillaume Durand. Excellente soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.